Bienvenue sur le plateau de quotidien. Donc, vous êtes des intervenants de We Are Social. Vous allez nous parler de marketing viral et de e-réputation. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment le marketing viral est apparu? Oui, alors le marketing viral est apparu, on n'a pas trop de dates, mais pour donner un exemple assez récent et assez vieux dans le temps, je peux parler de Tupperware. Dans les années 50, euh, sans campagne publicitaire, mais juste avec le bouche à oreille, il s'est vendu énormément de boîtes, etc. Pourtant, ça a, ça a été le client qui a été au cœur du propage de la marque. Ça n'a pas été la marque qui a propagé ses idées dans, aux États-Unis. Donc ça, c'est un exemple assez récent, mais assez vieux. Après, on peut parler donc de l'ère d'Internet dans les années 2000 avec Hotmail, qui dans tous les mails que les personnes envoyaient, il y avait le nom de la marque Hotmail dans les mails. Ça a été un peu donc, c'était les clients qui étaient au cœur de la publicité, du marketing viral, et qui propageaient cette marque. Alors, du coup, qui propage ces informations? Oui, donc qui propage les informations, en fait, ce sont les influenceurs à travers le marketing d'influence. Le marketing d'influence aujourd'hui, c'est la nouvelle tendance du marketing viral. Donc les influenceurs sont des stars du web ou des réseaux sociaux. Ils peuvent être youtubeurs, blogueurs ou même instagrammeurs et sont spécialisés dans un domaine en particulier. Ça peut être le sport, la musique ou encore même la télé-réalité ou même la cuisine. Donc ils se construisent une communauté qui peut rapidement atteindre plus d'1 million de followers et par leur prise de position, leur avis et leurs recommandations, ils peuvent nous influencer dans notre acte d'achat et dans notre comportement d'achat. Ils sont devenus très influents auprès des internautes. Il existe aujourd'hui 3 types d'influenceurs. Premièrement, les nano-influenceurs. Il y a une communauté inférieure à 5 000 abonnés. Les micro-influenceurs, il y a une communauté comprise entre 5 000 et 100 000 abonnés. Et les macro-influenceurs, il y a une communauté supérieure à 100 000 abonnés. Donc, selon un rapport de Technorati, il y a 86% des influenceurs qui sont blogueurs. 79% d'entre eux sont capables de faire bouger les opinions et de susciter les réactions sur un sujet précis. 73% ont un potentiel d'audience sur une communauté ou sur une thématique. Et 62% produisent du contenu et participent aux conversations sur un sujet donné. La relation entreprise-influenceur et notamment les réputations que peut générer un influenceur pour l'entreprise nous fait immédiatement penser aux bonus que peut apporter un influenceur pour une entreprise. Lorsque l'entreprise sollicite un influenceur, l'influenceur va ensuite solliciter sa communauté pour les influencer d'acheter ce produit ou ce service de cette telle entreprise. Mais il y a également un côté extrêmement négatif pour les entreprises. C'est-à-dire que si l'influenceur a un avis ou une recommandation contraire au produit ou à la marque, il peut rapidement devenir un ennemi et alors la marque devra faire très gaffe à cet influenceur. Donc les entreprises, elles se préoccupent de plus en plus au pouvoir des influenceurs et depuis un peu plus de 2 ans, elles mettent en place des stratégies à travers des moteurs de recherche tels que Augur ou encore Influence for You pour identifier les influenceurs pertinents pour leur marque. Donc aujourd'hui, la France est le pays qui rémunère le mieux les influenceurs lors de leur collaboration, notamment dans le secteur de la beauté, donc dans les habits de luxe et dans les habits de non-luxe. Et il y a également la haute couture, d'après Rakuten Marketing. Donc les marketeurs français sont prêts à investir jusqu'à 35 000 euros dans une campagne d'influenceurs, enfin, une campagne réalisée par un micro-influenceur, et 46 000 euros dans une campagne gérée par un très grand influenceur. Fin août, le groupe Estée Lauder a annoncé avoir consacré 75% de ses investissements en marketing d'influence en 2019. Donc, comment on fait une bonne campagne publicitaire? Quelles sont les étapes? Alors, comme toute bonne campagne marketing, votre campagne de marketing virale, pour être efficace, doit avoir une cible bien définie. Donc, pour cela, il faut tout d'abord définir le buyer persona. Le buyer persona, c'est votre client idéal, donc, qui représente donc différents segments de votre cible marketing. Donc, ensuite, il faudra donc définir les lieux d'échange, donc tout ce qui est de Facebook, Instagram ou encore TikTok maintenant. Dans, dans une étape suivante, donc il faudra analyser les contenus qui marchent le mieux sur ces lieux d'échange, car c'est vraiment important. Donc, en regardant l'interaction, par exemple, sur ces contenus comme les partages, les commentaires, les likes,
Donc tout ça. Ensuite, il faut trouver donc un concept qui est original et qualitatif, bien sûr. Donc, c'est la définition du concept est l'aspect le plus important de la campagne marketing. Le concept englobera le thème et les mécanismes qui permettront la viralité, bien sûr. Il est possible donc en amont de réaliser un sondage pour essayer d'aiguiller encore la demande et donc le concept, ce qui ça pourrait être vraiment important. Et donc, voilà. Ensuite, il faudrait choisir le format. Donc, ça pourrait être un jeu concours, une vidéo qui joue sur les émotions, par exemple, car c'est des facteurs de viralité très importants. Et donc ça représente donc la première phase, qui est vraiment essentielle. Et sans contenu et sans concept original, euh, votre campagne de marketing virale ne sera qu'une simple campagne de marketing classique. Pouvez-vous me donner un exemple? Hmm. Alors oui, je peux vous donner deux exemples qui me viennent. Donc l'exemple de MediaMarkt et sa course de fou dans ce magasin, et l'exemple de Volkswagen et de Dark Vador, qui avait joué sur l'émotion avec l'univers Star Wars. Voilà. Donc ensuite, il faut aussi amorcer la viralisation donc, en diffusant tout d'abord son contenu sur des premières des réseaux, par exemple, sur les réseaux, partager, etc. Ça donnera une première visibilité au contenu. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il faut apporter des fonds. C'est vraiment très important parce qu'il y en a qui oublient les fonds et c'est obligatoire. Ensuite, il faut trouver les canaux d'acquisition, donc avec la publicité sur Google Ads pour générer des vues sur YouTube, par exemple. Après, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. Donc voilà, tout ça. Ensuite, une étape importante pour développer la visibilité de votre campagne, c'est de développer la relation influenceur. Donc, repérer les influenceurs proches de vos cibles. Et par exemple, ça peut être des blogueurs, des youtubeurs, des instagrammeurs, mais des personnes influentes qui ont une communauté. Voilà. Et ensuite, donc, il faudra réagir et suivre, bien sûr, le mouvement. Donc, tous les commentaires positifs, les alimenter, les partager, les repartager, les répondre aussi, qui est très important. Donc, ça, c'est vraiment important. Et donc, ensuite, pour finir, je dirais donc qu'il faut aussi regarder les performances. Donc, tout ce qui est participation en mode jeu, partage, le nombre de vues à votre vidéo, etc. Donc, tout ça, le nombre de ventes en plus, c'est vraiment important de regarder tout ça pour essayer donc par la suite, la prochaine campagne que vous allez faire, ne pas recréer les mêmes erreurs et analyser. Donc, je dirais qu'une bonne campagne, ça part sur tous ces différents points. Voilà. Est-ce que c'est pas difficile de gérer un buzz? Alors, lorsqu'il s'agit de buzz positif, ça va être assez simple en fait. Il suffit d'avoir une connaissance un peu poussée des réseaux sociaux et on va pouvoir, en interagissant avec sa communauté, renforcer ce lien et du coup renforcer cet effet boule de neige, tout simplement. On entend souvent parler de bad buzz. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors, le bad buzz, c'est tout simplement quand une entreprise va, sans le vouloir, générer des réactions en masse de mécontentement, d'indignation chez les internautes, qui vont pouvoir aller très loin et ça va même parfois détruire l'irréputation et l'image de la marque. Donc c'est quelque chose de très dangereux pour les entreprises, le bad buzz. On a par exemple Bicky Burger qui avait mené des campagnes publicitaires mettant en scène un homme giflant une femme pour un sandwich. Il y avait eu de vives réactions sur les réseaux sociaux, des réactions très virulentes et c'est allé très loin parce qu'il y avait même eu des procès et que ça avait complètement ruiné la réputation de cette marque. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il est plus facile de générer du bad buzz que du buzz positif, entre guillemets. C'est-à-dire que l'indignation et le mécontentement sont plus simples à susciter chez les gens. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui se servent de ça pour faire parler d'elles sur les réseaux sociaux, pour faire parler d'elles en masse. Et donc, se servir de ça comme se servir de ça en tant que campagne commerciale, en fait, tout simplement, sans que ça nuise à leur réputation, à leur image de marque. C'est-à-dire que ça va durer quelques heures ou quelques jours tout au plus, et ça va se tasser de soi-même, ou alors avec un message d'excuse et qui va permettre à la marque en fait, de faire parler d'elle sans nuire à son réputation ou à son image de marque. On avait par exemple les publicités de mauvais goût d'écovoiturage ou encore de numéricable, qui sont un très bon exemple à ça. Et j'aimerais terminer en disant que
à l'ère du digital, en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ne communiquent même pas sur les réseaux sociaux ou sur Internet et qui se retrouvent pris dans des bad buzz, car pris à partie directement par les internautes. C'était le cas notamment sur Facebook, avec la société Jim et ses détergents qui avaient été mis en cause parce que le packaging de ces détergents ressemblait à s'y méprendre à des bouteilles de jus de fruits pour enfants en fait. Et donc ça avait suscité ça avait fait beaucoup de bruit, ça avait suscité énormément d'indignation et ça avait complètement ruiné l'image de cette marque. Et c'est d'autant plus risqué pour une marque qui ne communique pas sur Internet et qui n'est pas prêt à faire face à ça. Et donc Wear Social accompagne les entreprises notamment dans la gestion de ces bad buzz.